Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission lundi matin, un espace d'analyse de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC. Et bien, je vais dire que Kinshasa s'est réveillé avec un nouveau gouvernement provincial, avec un nouveau programme d'action, mais aussi, vous le savez très bien, que nous sommes en train d'observer un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. L'actualité est aussi dominée par les élections au niveau du Sénat entre l'UDPS et la formation politique chère à l'ancien Premier ministre Samalou Kondé. Ça tire à balles réelles. Nous allons analyser l'actualité sous toutes ses formes. Sur ce plateau, j'ai avec moi Eri Massimbo, qui est acteur politique et chercheur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Joseph. Avec moi aussi Eric Izami, qui devient de plus en plus un habitué. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher, je suis Eri et merci pour l'invitation. Très bien. Alors, un autre compagnon qu'on ne peut pas oublier, ce sont les journaux. J'ai fait venir les journaux qu'on a achetés ce matin, comme pour analyser les grands titres de l'actualité de ce lundi matin, mais aussi l'actualité qui a dominé la semaine dernière. Alors, il s'est fait que les dépôts des candidatures au niveau du Sénat débutent aujourd'hui. La campagne électorale, c'est demain. On commence par ces sujets. Qui prend la parole en premier? Je commence par Eric Izami, revenu fraîchement de Kisangani. Exactement. On va parler Génocoste, mais on commence d'abord par l'actualité au niveau du Sénat. Alors, question. Nous avons accepté de violer le règlement intérieur comme pour trouver un consensus au niveau de l'Union sacrée. Malgré cela, le consensus n'est toujours pas trouvé. Qui ont violé, pas nous, hein, en tout cas pas la corporation journalistique, hein, ça doit Exactement. être peut-être les acteurs politiques. Eri va nous dire un mot. Nous sommes au Sénat et par rapport à notre constitution, le Sénat c'est la représentation de toutes nos 26 provinces. Exactement. Et moi je reviens de la Chopo où avait eu lieu la grande manifestation voulue nationale, mais commençons par la ville de Kisangani parce que c'est quand même une ville martyre. Aujourd'hui, ville d'espoir. Il y a eu des atrocités là-bas terribles. Alors, le gouvernement, pour donner un coup de pouce à notre population qui doit quand même espérer au lendemain meilleur, a souhaité aller célébrer la deuxième série de Génocoste, qui veut dire le génocide infligé au peuple congolais, rien que pour des intérêts économiques et égoïstes des méchants, des ennemis du Congo. Eh bien, c'est comme ça que nous avions été là. La première ministre a représenté personnellement le chef de l'État qui était empêché. Et puis après, il y a eu tellement d'activités. Nous avions suivi des témoignages des uns et des autres. Nous avions été à gauche et à droite, comme pour davantage regarder le Congolais de partout où il se retrouve pour que nous puissions prendre date et reprendre, toujours rallumer cette flamme-là de la mémoire pour qu'elle ne s'éteigne pas. Parce que finalement, chez nous, lorsque les années passent, on oublie. On va revenir au Sénat, mais je crois que ça, c'est essentiel. Parce Oui, que puisque vous êtes revenu fraîchement Oui. de la Chopo. Alors, les gens se poseront la question, mais pourquoi est-ce qu'on parle génocide congolais? Oui, c'est parce que ça fait déjà près de 3 décennies qu'on tue au Congo. Pas seulement dans la partie orientale, un peu partout on nous a malmenés ici. Alors nous devons, nous, à l'interne, en tant que Congolais, de gauche, de droite, du centre, nous mettre d'accord sur la nécessité de sauver la mère patrie aujourd'hui agressée. Et chacun de nous le fera par devers son activité au quotidien. Il y a tout le front qui sont lancés, le front diplomatique, les acteurs politiques, notamment Madame la ministre en charge des affaires étrangères, francophonie et tout ça est dedans. Et puis le front judiciaire, le ministre d'État en charge de justice et garde de Sceaux est dedans, tout le reste. Okay. Les FRDC, les vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo restent debout à jamais pour défendre l'intégrité du territoire national. Et nous sommes ceux qui devraient être considérés comme étant les soldats du front médiatique, communication. Ne relaye pas les propos belliqueux ou mensongers de l'ennemi. Relaye ce qui nous met en bonne intelligence avec notre population pour que tous sachions récupérer tout ce qui nous a été pris par l'ennemi et puis, pourquoi pas,
faire revenir la paix véritable, et avec notre paix véritable, nous allons créer notre pain, et avec notre pain, nous allons penser au progrès. Et j'ai aimé toutes les activités développées là-bas sur place avec la première ministre Soumine Atoulouka et puis l'ensemble des membres du gouvernement, notamment l'activité particulière qui a réuni tous les jeunes au niveau de l'amphithéâtre de l'université de Kisangani, avec le ministre Patrick Mouyaya de Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, accompagné de ses deux autres collègues, trois autres collègues, madame qui est au niveau de l'ESU, enseignement supérieur et universitaire, madame qui est au niveau de la jeunesse et conscience, voilà, une nouvelle citoyenneté, et puis le vice-ministre de la Défense et ancien combattant, hein, à Dubango, c'était Sami à Dubango. Ok. Voilà. Très bien. Alors, vous sentez que de partout, les Congolais ont besoin de ces discours d'espoir pour se mettre ensemble et ensemble protéger notre terre-mère et ensemble avancer. Je pense que Eric nous a ramené des pleins pieds dans le dossier lié au Génocost. Là, je vais rapidement lire ce que la presse ce matin a écrit. Je vous prends l'exemple des E-Journal, qui est un journal papier, qui écrit hommage aux victimes des guerres à des fins économiques. Oui. Alors, selon le confrère, les drapeaux étaient en berne sur l'ensemble du territoire national exact. En RDC. Oui. Le 2 août, journée dédiée à l'hommage aux victimes des guerres à des fins économiques. Alors, pour Judith Souminois, la première ministre, les crimes internationaux commis en RDC ne resteront pas impunis. Une question, puisqu'on parle de Génocost, Eri Massimo, pensez-vous que la RDC a bien vendu ses morts les 2 août? Mais vendre ses morts, je ne sais pas, est-ce que c'est un qui convient? Est-ce qu'on peut vendre des morts? Je ne sais pas. Néanmoins, là, nous entrons en plein conflit qui a duré plus de 3 décennies ici en République démocratique du Congo et dans la sous-région, dont l'acteur principal est sont les États-Unis et aussi le Rwanda et l'Ouganda. À un certain moment donné, c'était le Burundi. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine agression rwando-ougandaise. Ok. Donc, qui a conduit à autant de morts, à plus de 12 millions de morts en RDC. Je crois fermement parce que les Génocost a commencé avec nous, la société civile, bien que la page société civile pour nous est déjà tournée. Mais néanmoins, c'est là que ça a commencé jusqu'à ce que c'était une nécessité pour le chef de l'État de pouvoir prendre la balle pour institutionnaliser ou signer une ordonnance par rapport à cette journée. C'est ce que nous avons apprécié et nous encourageons. Mais il ne faudrait pas que ça puisse s'arrêter là. Parce que si on doit commémorer, il faut avoir aussi des symboles de commémoration. Voilà. Est-ce que ces cimetières dont on avait enterré le mort des guerres des 6 jours doit rester toujours comme ça? Je pense qu'il faut construire vraiment un symbole de la commémoration. Un musée, pourquoi pas un musée des Génocost, parce que les images existent. Nous avons plusieurs massacres, les massacres de Makobola et consorts. Pourquoi ne pas construire un musée, même à l'aéroport d'Ndjili, d'accord? En face de l'aéroport, on peut construire un musée des Génocost où chaque invité, chaque hôte qui vient en RDC doit passer par là, parce que par s'incliner devant le victime de cette agression rwando-ougandaise. Donc, pour moi, on doit continuer avec les actions. Et je félicite ici messieurs les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Mukutamba, qui est un ami avec qui on a lutté ensemble. C'est qu'il a pris comme engagement de pouvoir indemniser toutes ces victimes dont ça a déjà commencé. J'avais suivi sur les chaînes des médias que les victimes doivent commencer à recevoir des millions de dollars. Est-ce que des millions de dollars va soulager ou va réparer les causes physiques, sociales, psychologiques causées sur les victimes? Je ne sais pas. Bien évidemment, c'est symbolique. Mais, cher Foutila, il faut se le dire.
dans cette agression-là, il y a eu des armées principalement qui se sont battues dans la ville de Kisangani. Sur le sol congolais. Sur le sol congolais. Pourquoi on parle que de l'Ouganda? Mais pourquoi on parle que de l'Ouganda alors que le Rwanda était là? Dans cette guerre aussi, dans cette agression, pourquoi on parle que de Rwanda et pas de l'Ouganda? Alors que moi, même si on dit l'Ouganda va indemniser à l'auteur de 350 millions de dollars, mais moi je dis c'est rien. Ces 350 millions de dollars viennent toujours de la RDC. Comment vous pouvez me poser la question, comment est-ce que ces 355 millions de dollars viennent de la RDC? Mais c'est le fruit de l'agression. Je vous épargne des statistiques, d'accord? De l'or, des cacao, du café, ok? Et du bois qui traverse nos frontières, qui traverse l'Ouganda tous les jours. Donc, c'est rien par rapport à ce que l'Ouganda verse. Donc, ce que l'Ouganda verse, ce n'est qu'un gain de ce qu'il gagne de l'exploitation illicite de nos minéraux, des cacao, des cafés, de bois qu'il exploite ici et qu'il vend. Et les miettes qu'il gagne de cette exploitation illicite, c'est ce qu'il verse à la partie congolaise. Proposition, selon vous, qu'est-ce qui devait être fait? Aujourd'hui, croyez-moi, Joseph Foutila, ce qui doit être fait, on doit à un certain moment donné rompre nos relations avec ces États-là. Parce que ces États-là nous ont fait beaucoup du mal. Déjà avec le Rwanda, ça a été fait. Comme Paul l'avait dit, ces États nous ont fait beaucoup du mal, alors beaucoup du mal. Même aujourd'hui, Ishacha, la cité d'Ishacha a été prise. Mais la cité d'Ishacha est prise, bien sûr, mais c'est à la frontière avec l'Ouganda. Mais qui favorise tout ça? C'est l'Ouganda. C'est là que moi je m'aimerais bien que notre ministre de la Communication et Médias, que les changements des narratifs, ça puisse être aussi, ça puisse tenir aussi compte de cette guerre-là, de la communication liée à la guerre. On ne peut pas chanter tout le jour Rwanda qui nous agresse, mais l'Ouganda aussi joue. Ça part des cartes dans cette agression. La lecture d'Éric Izami, quand je vous ai posé la question de savoir si nous avons très bien vendu nos morts, c'est en termes de la reconnaissance internationale du Génocide. Apparemment, nous avons célébré nos morts à huis clos. Pas nos partenaires, ils n'étaient pas là. Seulement le gouvernement congolais avec les Congolais. Pensez-vous que la reconnaissance internationale a aussi une dose dans ce que nous faisons? Cher Foutila, deux fois déjà. Je vais t'apaiser, cher ami, pour te dire qu'elle était là, cette communauté internationale aussi. Laissez-moi t'apaiser parce qu'en réalité, il n'y avait pas que le gouvernement congolais. C'est vrai, ils étaient à 16 membres du gouvernement de la République démocratique du Congo. Exactement. Mais j'ai vu le représentant de l'ONU parmi nous. J'ai vu les ambassadeurs de plusieurs missions diplomatiques qui étaient là à Kisangani. C'est-à-dire, il y en a même, lui, le monsieur qui est venu représenter l'ONU, qui a eu du mal à pouvoir parler parce qu'il était hors de lui, parce que tout ce qu'on lui a raconté comme témoignage des uns et des autres, particulièrement les victimes d'âmes, non. Ben c'est qu'on ne communique pas assez sur cet aspect. Non, justement, d'où ma raison d'être ici. Exactement. Une fois, lorsque tu m'as reçu ici, tu m'as dit, Eric, ça aurait été quoi notre boulot? Notre boulot, c'est de rendre à notre population la photo de l'événement. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien, je vous dis ce qui s'est passé. Mais encore faut-il que nous, ici, dans la maison, puissions donner un contenu à ce que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembe, annonce comme étant changement de narratif. Il s'agit de parler du Congo en bien aussi. À chacun de nous de relayer d'après ce que dit son cadre d'exercice de métier ou d'occupation. Mon frère Eri est politique. Ici, il ne s'agit pas d'une guerre ou d'une agression qui s'intéresse seulement au chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Non. Ici, il ne s'agit pas d'une agression qui touche rien qu'à la maman qui est la première ministre ou aux membres du gouvernement. Non. Il s'agit de nous tous, Congolaises et Congolais, qui que vous soyez. Parce qu'avant d'être journaliste, je suis d'abord fils de ce pays. À moi d'apporter l'eau au moulin de la République par rapport à ce que je fais. Et c'est comme ça que je viens vous dire ici, les Nations Unies ont été là, sur place. Les missions diplomatiques, j'en cite, ils étaient nombreux, des diplomates, des ambassadeurs, des chefs, etc. Ils étaient là. Ils ont eux-mêmes assisté
à cet événement. Mais encore faut-il que nous puissions expliquer, même à nos enfants à la maison, leur faire comprendre c'est quoi les Congos. Que vaut le Congo pour nous-mêmes, compatriotes congolais et congolais, et qu'est-ce que ça représente le Congo par rapport aux autres frères africains et même pour le monde. C'est alors que les enfants auront aussi conscience de ce que nous valons. Parce que nous sommes une belle femme que tout le monde voudrait détruire gratuitement. Je rappelle encore la phrase de Colette Brackman, une Belge qui mérite d'être élue, une journaliste qui a fait son temps. Elle dit « Le Congo n'a d'amis que lui-même ». C'est comme ça que nous martelons au niveau du ministère de la Communication et des Médias, parce que c'est notre tutelle, nous on est journalistes, c'est notre tutelle, c'est ces ministères-là, que de pouvoir donner un contenu. Les contenus, c'est quoi? Lorsque nous aurons pris la conscience véritable de ce que nous valons, nous allons commettre moins de gaffes. Vous voyez? Et en commettant moins de gaffes, nous allons consolider nos liens. Quand nous consolidons nos liens, l'ennemi ne pourra pas nous faire des incursions comme ils les font allègrement. Vous parlez du Rwanda, vous parlez de l'Ouganda, vous parlez du Burundi. Tous, ils n'ont jamais été gentils envers la République démocratique du Congo. Tout le malheur que nous connaissons. C'est la même chose. Oui, justement. Okay. Mais seulement, je vous dis à ce que moi qui relaie en tant que journaliste, au moment venu, lorsque arrivera le moment pour que Eri rencontre ses sympathisants, au niveau de son parti, qu'il oublie les différentes colorations, que vous êtes des X, que vous êtes des Y, mais qui parlent au Congo à ses sympathisants. Comme ça, ceux-là aussi auront la même conscience que vous et moi avant, et lui avant, pour que nous puissions faire en sorte que ces narratifs-là puissent aller de l'avant. Glisser dans la polémique, vous avez le quotidien, oui, qui constate l'absence de Jean-Pierre Bemba lors de la commémoration du Génocoste. Même si la raison de son absence n'a pas été portée à la connaissance du public, les tabloïds croient savoir que cela est dû au passé de celui qu'on appelle affectueusement Baïmoto, en sa qualité d'ancien chef de guerre et chef d'un ancien mouvement politico-militaire, à savoir le MLC. Pensez-vous que ce débat est opportun pendant que nous sommes en train de commémorer dans les chagrins des moments? Je respecte, mais tu sais, cher Fouti, là, j'ai dit ici que nous avions tout le front ouvert. Militaire, diplomatique, judiciaire. Parlons justement de ça. Okay. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que la justice doit être dite. Mais notre population n'est pas dupe, hein. Elle sait qui est qui a joué quel rôle, à quel moment, à quel endroit, etc., etc. À chacun de faire son boulot. Moi, ici, je suis en train de faire le mien. Je ne voudrais pas être blâmé demain que non, toi, journaliste, tu as été sur le terrain. Toi, tu as vu, par exemple, une dame là, Ochudi, qui a vu toute sa famille être tuée. Elle a eu la vue sauf rien que parce qu'elle était allée acheter quelque chose chez les voisins. Mais la bombe est tombée chez elle et tout le monde est décédé. Bon, à une dame comme ça, moi, je veux venir avec, même si tu donnes tout l'argent de la terre, tu n'auras toujours pas résolu son problème. Alors, tout celui qui avait été auteur d'un massacre à gauche, d'un massacre à droite, que le front judiciaire s'occupe de lui. Moi, je n'ai pas jugé X ou Y. Très bien. Voilà. Alors, je sais que vous allez rencontrer Eric Kizami par rapport à certains propos qu'il a tenus. Vous pensez qu'on peut aller sur ces fronts-là, les fronts judiciaires, contre un membre qui est aujourd'hui membre du gouvernement? Mais avant d'aborder d'abord votre question sur le front judiciaire, je voudrais d'abord préciser une chose. Je ne porte pas la couleur d'un parti politique. Je suis acteur politique indépendant. Et je soutiens la vision du chef de l'État. Par rapport à la question du Génocoste, de la commémoration du Génocoste, moi je ne voudrais pas que ça puisse rester juste un simple événement où les membres du gouvernement se sont déplacés, d'ailleurs avec le fonds de l'État. Et je crois qu'il y a eu un budget qui a été engagé pour cela. Est-ce que le budget qui a été engagé pour cela ne peut pas servir à la construction d'un mémorial juste en face de l'aéroport de Njili, un petit cimetière symbolique où on peut mettre le corps de 2 ou 3, même 10 à la limite du possible, et un musée des Génocostes là, juste à l'aéroport de Njili, pour ne pas faire déplacer les invités ou les hôtes qui viennent visiter la RDC, mais juste là, à l'entrée de la RDC, on peut le faire visiter directement pour que nous puissions les remémorer la mémoire par rapport à ce qui se passe à la RDC. Pourquoi ne pas le faire? Dans notre projet que nous avons, dans une campagne que nous cherchons d'ailleurs les partenaires, Congo Mboka, Congo Ma Nation, Congo Mon Pays, Congo Ditungadiani, Congo Nichiangu, Congo Mboka Nangana Kobate Apena Kobundela Yango, il y a une proposition dans ces genres. C'est-à-dire la construction d'un musée Génocoste
et un mémorial où tout le monde ira s'incliner devant plus de 12 millions de morts. C'est possible, nous avons l'idée, nous pouvons le faire avec moins de 5 millions de dollars, nous pouvons le faire, messieurs les journalistes. Avec moins de 5 millions de dollars, pas un budget de 10 millions ou 100 millions de dollars où les gens vont en profiter pour pouvoir détourner, mais avec 5 millions de dollars, on peut construire un mémorial et un musée à la mémoire de tous ces millions et des millions de Congolais. C'est pas suffisant selon vous? Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a un mémorial qui a été construit à l'occasion? Oui. C'est quel mémorial? Ça représente quoi? Oui, mais seulement alors je suis de votre avis. Parce que c'est juste un cimetière où on a mis un parka, où on vous rappelle Génocoste. C'est juste ça. Mais comme vous avez dit tout au début, la guerre continue encore. Les massacres continuent. Parce que ce que fait l'armée rwandaise et l'armée ougandaise à l'est du pays, c'est l'extermination de la population. Quand vous parlez des réfugiés congolais qui sont au Rwanda ou en Ouganda, qui doivent rejoindre leur pays, parce que dans ces accords, il y en a. Mais ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais qui doivent peupler les territoires que vide aujourd'hui la population congolaise dans les zones occupées par l'ennemi. C'est ça aussi les problèmes de Génocoste. Génocoste, c'est aussi dénoncer qu'il n'y a pas de Rwandais en RDC. Il n'y a pas une communauté, une tribu, une ethnie qu'on appelle Banyamure de Lengue. Il n'y en a pas. Ça n'a jamais existé en RDC. Je vous dis, c'est un terme monté en plein 21e siècle pour nous faire gober cette version-là. Makenga a servi dans quelle armée? Tous ces gens-là, Kundabatois, ont servi dans quelle armée? C'est aussi ça les Génocostes. Parler Génocostes, c'est parler de toutes ces questions, parler de toutes ces frustrés, des Nanga et consorts qui rejoignent la cause de l'ennemi. Alors que nous devons tous nous unir dans un front commun pour défendre notre pays. C'est aussi tenir le même langage. Parce que quand j'attends les parlements parler d'une agression rwando-ougandaise. D'ailleurs, c'est dans ma logique, dans mes analyses, par rapport aux données que j'ai. Et le gouvernement parlait de l'agression rwandaise. Mais là, j'attends à la rentrée parlementaire ici que les ministres des médias puissent être interpellés par le Parlement pour qu'ensemble, qu'ils puissent avoir un même langage par rapport à la guerre à l'Est. Très bien. C'est là que nous serons sérieux. C'est là aussi que nous serons organisés pour faire face à un front commun contre nos ennemis. Vous avez un complément? Il faut bien faire la part de choses ici. Le volet judiciaire va s'attaquer aussi bien à ceux des auteurs qui sont ici dans la maison, République démocratique du Congo, que ceux qui sont à l'extérieur. Membres du gouvernement soit-il? Ah ben, nul ne doit être au-dessus de la loi. Mais ça sera, la proposition de l'ami n'est pas mauvaise. Le Congo est composé de 145 territoires. Kinshasa n'est qu'un petit sous-ensemble du vaste Congo. S'il y a la représentation du Génocoste, qui est un génocide infligé au peuple congolais gratuitement par des ennemis qui sont à l'extérieur du pays, il y a une représentation à Kisangani, il doit y en avoir aussi à Bolomba, il doit y en avoir aussi à Ingende, à Kinshasa, à Lukolela, à Sakanya, à Faradje, à Badolité, partout. J'en conviens, mais on va aller progressivement. Ce qu'il dit n'est pas faux. On doit vraiment avoir des représentations partout. Mais seulement ici, il s'agit de nous mettre ensemble. La justice saura comment faire, et au niveau national, mais surtout au niveau international, pour faire adhérer les autres à notre cause. J'ai dit ici que le représentant des Nations Unies a eu du mal à pouvoir avancer dans son argumentaire parce que justement il était devant le fait, la réalité macabre. Parce que là-bas en Europe, en Occident, ils prônent le bien-être, les droits humains et tout ça. Mais quand il s'agit de nous, non, quand on tue, ils sont à faune. C'est là où nous devons, nous, ici à la maison, pouvoir constituer d'abord notre force à l'interne pour pouvoir savoir bien nous battre pour faire adhérer les autres peuples à notre cause. Comme mon frère Josué dit, avons-nous bien vendu nos morts? Il ne s'agit pas de vendre avec des pièces de monnaie, non. Il s'agit de la manière dont nous présentons la réalité de chez nous aux autres peuples. Et je sens que de partout, à cause justement de cette activation du changement des narratifs, par devers tous les membres du gouvernement et particulièrement par celui qui écoute et porte la voix du gouvernement, notre voix se fait entendre. Aujourd'hui, vous entendez plusieurs autres peuples se lever pour prendre notre cause. C'est comme ça que je dis,
vous qui êtes acteur politique, indépendant soit-il, chaque fois lorsqu'il vous arrivera d'être devant les populations de la République du Congo ou ailleurs, faites en sorte que le nôtre puisse avoir la conscience allumée pour que cette mémoire-là ne s'éteigne pas. Très voilà. Bien. Alors, négocier à Luanda, le feu est-il mort-né? Là, c'est Géopolis qui titre ainsi. C'est une occasion pour nous de recevoir Théodore Ngandou, qui est journaliste à Géopolis. Avant d'aborder ce sujet de l'accord entre la RDC et le Rwanda, nous sommes en train de parler du Génocost. Pensez-vous, vous, à votre niveau, que nous avons bien vendu nos morts? C'est ça la question qui tourne autour de la table. Merci, merci également à tous les téléspectateurs de Univers Télévision. Merci à vous pour l'invitation que vous m'avez accordée de venir parler aussi de ces sujets. D'abord, les Génocost. J'interviens ici sur des volets. Okay. Il y a d'abord les volets communicationnels et diplomatiques. Les Génocost, sur le plan communicationnel, la symbolique est déjà forte. Hein? La symbolique est déjà forte parce que arriver aujourd'hui à mobiliser la communauté nationale et internationale sur ce qui s'est passé au Congo, les 12 millions de morts que la République démocratique du Congo a enregistrés, et en faire aujourd'hui un événement commémoré avec faste, c'est déjà un bon départ et un signal fort donné à la fois au niveau interne et au niveau externe. Au niveau interne, c'est dire à tous nos compatriotes qui, au jour au lendemain, se livrent dans des sales besognes de se rallier aux agresseurs de la République pour continuer à massacrer, continuer à tuer nos compatriotes. Alors, il fallait donner un signal fort à ces compatriotes, leur dire que la population, la grande masse populaire, vient d'ouvrir l'œil sur ce que vous faites à l'est du pays et que plus rien ne sera comme auparavant. C'est déjà un signal. Sur le plan communicationnel, la symbolique est forte. Ça, il faut les souligner. Et la République démocratique du Congo a réussi le pari d'avoir aujourd'hui imposé à la face du monde le Génocost, les génocides congolais. Parce que depuis 1994, vous vous rappelez que nous connaissons beaucoup plus en Afrique. Ici, on parle de plus en plus du génocide rwandais. Et ils en ont fait un fonds de commerce, ils en ont fait une stratégie de communication efficace. Et quand il y a génocide rwandais, les chefs d'État sont mobilisés. Et tout récemment, nous avons vu même certains chefs d'État d'autres pays de l'Afrique centrale, d'autres de l'Afrique de l'Ouest, mobilisés à Kigali pour aller célébrer les génocides rwandais. Je souhaiterais qu'à la prochaine commémoration, on puisse mobiliser les chefs d'État de l'Afrique centrale. Ah, là c'est le volet diplomatique. Voilà, que les chefs d'État soient mobilisés par rapport à cela. Que les Nations Unies, qui ne cessent de publier des rapports sur les tueries à l'est du pays, sur le massacre à l'est du pays, et les Nations Unies, dans leurs différents rapports, ne cessent de pointer du doigt les agresseurs. On en veut pour preuve les récentes sanctions des États-Unis sur certains leaders de nos agresseurs, et ça prouve à suffisance que la communauté internationale doit être interpellée par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc les volets diplomatiques et les volets communicationnels trouvent ici une place de choix à travers la commémoration du Génocost. Maintenant, il y a le volet judiciaire. Le deuxième volet de la chose, c'est le volet judiciaire. On ne doit pas se limiter à commémorer chaque année les Génocost, mais ceux qui ont commis ces bévues, ceux qui ont tué nos compatriotes, restent impunis. Chaque fois, vous apprenez qu'on a massacré dans une école, on a tué toutes les familles entières. Et le 2 août, nous allons nous mobiliser encore cette fois-ci. Ça sera peut-être à Goma ou dans quelle ville. On commémore encore Génocost. Ce n'est pas un début de ce que vous dites. Je salue le procès Nanga et consorts. Je salue également cette dynamique qui a été lancée à travers la levée du moratoire quant à ce qui concerne la peine de mort. La levée du moratoire sur la peine de mort, c'est un signal fort donné à la fois à nos compatriotes qui entrent dans cette complicité
pour dire qu'on vous attrape cette fois-ci, on vous condamne, et nous ne voulons pas que la levée du moratoire sur la peine de mort soit juste comme un symbole, comme que ça reste sur le plan de la communication. Non, la levée du moratoire on doit montrer à la face du monde que la peine de mort est réellement exécutée en République démocratique du Congo. Parce que quand on lève le moratoire et qu'on condamne les gens, on doit voir comment ils sont exécutés, soit à la place publique, et ça découragerait. Très bien, ça découragerait les autres qui oseraient aller dans cette salle de Beaucoup de sujets. Alors, Éric Massimo, votre campagne sera bien entendu accompagnée, mais vous prenez la dernière prise de parole concernant ces sujets, et puis on va passer à un autre. Par rapport au dossier... Non, Génocoste. On termine Génocoste et puis on passe à un autre sujet. Génocoste, je crois, on célébrerait mieux nos morts les jours où la guerre prendra fin en RDC. Les jours où Maman Marie, Maman Thérèse, Petit Antoine rentrera dans son village, ira dans son école sans la peur d'être attrapé et tué. Au moment où Maman Marie, Maman Thérèse iront au champ sans pour autant avoir la peur d'être attrapé par les ADF des Museveni et être tué, lynché. Ou le jour où Papa Martin ira au champ sans avoir peur d'être attrapé et tué. Très bien. Alors, et Éric Izami, il pense que ce n'est pas le moment de commémorer, il faut d'abord mettre fin à la guerre. Je voudrais saluer ici une autre activité qui avait été développée sur Kisangani, mais avec l'assentiment de toute la population de la République démocratique du Congo, j'imagine. Il s'agit du lancement de la campagne que l'on appelle Bendele Ekoyate. Nous sommes une belle femme, je le rappelle. Nous sommes un pays convoité. Rappelons-nous. Ce n'est pas tout pour la patrie? Tout pour la patrie, c'est le cri, tout pour la patrie. Mais ça vient après Bendele Ekoyate. Il ne faut pas biaiser ou détruire, jeter l'opprobre sur nos couleurs nationales, notre drapeau. C'est comme ça qu'on dit, généralement, c'est nous les jeunes qui sommes instrumentalisés lorsqu'un malheur arrive. L'ennemi, il sait comment nous diviser pour nous faire des incursions. Alors nous, jeunes, nous devons être éveillés pour défendre la patrie. La campagne Bendele Ekoyate a été lancée toujours par le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, accompagné des autres. Nous avions été à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. Vous sentez qu'on a ravivé la flamme. En son temps, nos aînés nous disent qu'il y avait la conférence nationale souveraine ici, et entre autres, l'une des recommandations qui avait été produite pendant cette messe-là, c'était d'implanter les bases militaires dans chacune de nos frontières avec nos voisins. Je crois que ça doit être redynamisé, cette recommandation. Pourquoi ne pas placer les bases militaires partout et continuer toujours à former nos militaires? Croyez-moi, l'ami Théodore a ici évoqué le fait que l'on a repris cette histoire de peine de mort. Même aux États-Unis, dans certains États, il y a encore cet aspect des choses qui existent. Dans un pays où on trouve encore certains voyous qui peuvent facilement se faire acheter pour l'argent, pour tuer le membre de leur propre famille, nous devons les dissuader par la sentence forte. Donc j'encourage les jeunes à pouvoir... Aujourd'hui, l'armée, c'est aussi l'intelligence. Ce n'est pas seulement le nombre. Nous devons former les nôtres. Partout où nous sommes, nous devons apprendre à nos enfants à être de garçons ragaillardis pour qu'un jour nous puissions recréer notre armée réellement professionnelle, nationale, dissuasive, et que nous soyons davantage debout. Et Bendele Ekoyate, comme l'a dit le ministre Mouyaya, je suis de cet avis-là. Nous devons davantage pousser pour que nous puissions savoir comment défendre notre terre, une terre bénie par le Créateur. Très bien. Le cessez-le-feu est-il mort-né? Je commence par vous. Vous aurez aussi juste un petit mot. Un petit mot. Parce que Éric Izami a évoqué tout à l'heure la jeunesse. Je voudrais ici demander aussi qu'on puisse réformer notre système éducatif en y intégrant cet aspect lié au Génocoste. Parce que si vous allez chez nos voisins aujourd'hui, leurs enfants, dès l'école primaire, ils étudient les génocides. Ils étudient ce qui est arrivé dans leur pays. Il faut qu'à l'école primaire aujourd'hui, qu'on puisse intégrer cette dynamique du Génocoste. Quand les enfants grandissent en apprenant ce qui est arrivé dans leur pays, ils prennent conscience, ils intériorisent ça et ils s'attaquent. Donc ils vont condamner tout celui qui oserait Nous devons faire autant. comploter avec l'ennemi. Mais si au niveau de l'éducation,
nous nous mettons à étudier ce qui s'est passé dans d'autres pays. Vous trouvez tout un chapitre consacré au massacre d'un pays voisin, tout ça. Ou la géographie de l'Argentine. Voilà. Mais dans notre pays, on néglige les génocostes. C'est ici le moment d'interpeller aussi sur le plan culturel. On peut en faire aussi tout un événement. On y associe aussi même nos artistes musiciens qui peuvent composer des chansons sur les génocostes. Voilà. Donc, qu'on intègre à la fois la culture, l'éducation et la communication. Et nous, journalistes, que ça devienne une affaire globale. Oui, nous, on nous appelle les historiens du présent. Nous devons aussi donner un bon contenu à notre population. Voilà. Un contenu qui élève le débat. Un contenu qui donne un peu la boussole, le chemin à suivre. Vous savez, nos enfants n'auront pas mal fait que d'avoir appris X ou Y géographie. Mais, conjonction de coordination marquant l'opposition, il faut prioriser ce qui est du Congo. Très bien, c'est noté. Nous devons parler des accords. Entre le Rwanda et la RDC, c'est le feu. Mais Géopolis nous surprend pour nous dire qu'il y a les armes qui sont en train de gronder. Eri Massimbo, pensez-vous que cet accord a été bien négocié par la partie congolaise? C'est le feu. Vous savez, M. Josué Foutila, c'était un regret pour nous quand nous avons lu ce compte rendu du 30 juillet. Je sens que vous êtes très touché, hein, oui, même par votre façon de parler. Voilà. Nous étions très touchés quand nous avons lu ces comptes rendus du 30 juillet fait par le ministère des Affaires étrangères de la République d'Angola, que notre ministre des Affaires étrangères a signé aussi, le ministre des Affaires étrangères de notre agresseur là a signé. Donc c'est regrettable. C'est regrettable pourquoi, monsieur le journaliste? Parce que quand je lis le processus de Nairobi et je lis aussi les communiqués finaux de Luanda, ça n'a rien à voir avec ces comptes rendus. Par respect à nos institutions, je me réserve le droit de pouvoir les déchirer devant les médias. Mais sinon, comme dans notre temps, quand nous étions encore engagés, on allait le faire parce qu'on n'avait pas hésité de pouvoir brûler et déchirer les accords de l'OIA à l'époque de Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous reprochez à ces documents? Bon, je commence d'abord par notre enquête, les sondages que nous avons fait, qui dit beaucoup par rapport à ces comptes rendus. Messieurs les journalistes, nous avons fait des sondages pour ces 2 premiers mois de la nomination du gouvernement sominois. Dans nos sondages que nous avons faits, il s'est relevé que dans la composition du gouvernement et des collaborateurs du chef de l'État, il y a 40% de ces collaborateurs. Je parle du gouvernement et des autres collaborateurs. Il n'y a que 40% de ces collaborateurs qui n'ont pas compris la vision du chef de l'État. Il y a 45% de ces collaborateurs qui ont compris sa vision, mais ils ne l'appliquent pas par mauvaise foi. Et il n'y a que 15% de ces collaborateurs qui a compris sa vision et l'applique. Et parmi ces collaborateurs, nous avons cité, il y a Gilles Linguete, il y a le ministre de la Justice, le ministre des Intérieurs, tout ça, et ça va continuer comme ça. Et nous aurons l'audience auprès de ces ministres-là pour les encourager. Là c'est votre sondage. Bien évidemment. Mais on attend, lorsqu'ils vont totaliser les 100 premiers jours, nous allons encore faire le sondage pour donner encore un rapport, pour voir les niveaux de leur engagement par rapport à la vision du chef de l'État et aux politiques qu'ils ont conçues pour l'émergence de la RDC. L'accord. Quand nous avons lu cet accord, messieurs les journalistes, nous avons vu dans ces comptes rendus que notre gouvernement a proposé un plan de neutralisation de FDLR. Proposer un plan de neutralisation de FDLR, c'est contredire la vision du chef de l'État et du chef de l'État par rapport à cette question-là. Parce que le chef de l'État tient à tout prix, avant toute négociation, que nos agresseurs puissent quitter le sol congolais et le 1-23, soi-disant congolais, puissent se retirer et se cantonner dans leur position initiale. Mais ce n'est pas ce qu'il y a ici dans ce compte rendu. Le chef de l'État dit dans ce communiqué que la RDC ne soutient pas le FDLR et n'est pas en collaboration avec les FDLR. Mais quand le ministre propose un plan de neutralisation des FDLR, cela veut dire quoi? Un plan que le Rwanda a amendé. Mais cela veut dire quoi?
Ici, dans ces comptes rendus, il n'y a aucun communiqué du Rwanda. Aucun communiqué du Rwanda, s'il vous plaît. Aucun engagement plutôt du Rwanda. Aucun engagement du Rwanda qui s'engage pour quoi que ce soit par rapport à cette agression. Donc, vous parlez d'essentiel il n'y a que la RDC il n'y a que la RDC qui s'engage à faire ceci. Cela. Il n'y a que la RDC qui s'engage à... Mais pourquoi s'engager? J'ai déjà dit ici à maintes reprises que cette guerre ici, cette agression, c'est une agression identitaire, c'est une agression foncière. Et en cela vient se greffer l'agression économique. L'agenda économique, ça vient que ça s'est greffé dans cette guerre-là. Mais la guerre est d'abord identitaire et foncière. Parce que quand les Makenga et consorts réclament regagner leur pays, mais c'est quel pays ils réclament? Makenga ne dit rien par rapport à la ligne négociée. Ils prônent le retour de leur peuple dans leur patrie. Alors que nous le savons tous, ce sont les gens qui ont été déportés du Rwanda vers la RDC pour travailler dans la plantation du thé de Belge. Les Makenga, ce sont le petit-fils des ouvriers belges qui ont eu à travailler dans la plantation, dans le montant là-bas, dans les collines. Tous les gens de l'Est les savent. Et ces groupes-là se sont montés pour nous vendre les Banyarwanda. Les Banyarwanda n'existent pas. C'est une communauté rwandaise qui a été déportée ici en RDC dans les années 30, dans les années 40, dans les années 59, lors de la guerre civile qui avait éclaté là-bas. Parce que c'est un pays qui s'est habitué dans la guerre, dans les répressions, dans les tueries, dans le massacre, entre eux d'abord. Concluez. C'est la guerre, c'est la répression de 1959, de 63. Et c'est avec Mobutu aussi. Là, je connais encore Mobutu parce que Mobutu, lorsqu'il avait conclu les accords avec Habyarimana, qui avait des accords politiques et aussi des accords économiques personnels, il avait donné une partie des localités de Massissi à Habyarimana. Qu'est-ce qu'Habyarimana a fait? Habyarimana avait pris sa population pour le faire venir en DRC pour travailler dans ses plantations, dans ses fermes. Ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui se réclament être des Congolais, alors qu'ils ne sont pas des Congolais. Il n'y a pas de Banyarwanda Congolais, il n'y a pas de Tutsi Congolais, il n'y a pas de Hutu Congolais, il n'y a pas de Twa Congolais. Non, il ne faut pas faire avaler cela à notre peuple. En tant que chercheur et culturaliste anthropologue, vous savez, nous devons vaincre d'abord cette guerre-là sur le point de l'armée militaire. Après avoir vaincu cette guerre sur le front militaire, c'est là qu'on va maintenant construire d'autres approches pour pouvoir consolider la paix à l'Est, mais aussi il faut présenter un rapport à la communauté internationale pour leur dire clairement qu'en RDC, il n'y a pas de Tutsi Congolais, il n'y a pas de Hutu Congolais, il n'y a pas de Banyamulenge ou Banyarwanda Congolais, il n'y a pas une tribu qui se nomme comme telle. Il n'y a que des Congolais qui habitent la RDC, il n'y a que des Congolais qui sont engagés pour amener la paix à leur pays. Et le discours de haine, s'il vous plaît, messieurs les journalistes, qui est mentionné ici dans ce compte rendu, dire que les Tutsis ne sont pas des Congolais, c'est un discours de haine. Dire que si par exemple je suis à Brazzaville, on me dit tu es Congolais d'en face, et c'est un discours de haine. Et c'est de la xénophobie. Très bien. Alors Théodore, donc il ne faut pas intimider les gens avec les discours de haine, machin et tout ça. Très bien. Quand nous défendons notre pays, Congo Mboka, c'est notre patrie, nous allons la défendre. Tous ceux qui viennent, ils passeront, mais le Congo restera. Très bien. Alors Théodore, vous avez écrit ce matin qu'il n'y a pas cessé les feux. Oui, les médias, beaucoup de médias, dont Radio Okapi, a aussi dénoncé le fait que Ishacha est parti, disons, et entre les mains des agresseurs. Ben, quelle est maintenant la valeur de cet accord? Bon, vous savez, le constat est fait non seulement par Géopolis, il y a plusieurs médias qui ont fait ces constats le week-end, alors qu'on célébrait avec Fast les Génocostes, l'ennemi avançait sur le terrain, l'ennemi continuait dans sa sale besogne de nous agresser. Mon problème ici n'est pas lié aux accords tels que ça a été signé, ou parler tout ci ou tout ça. Revenons sur nous-mêmes, et je ne cesserai jamais de le dire. En matière de négociation, il faut toujours négocier en position de force. Parce que s'il est ici question de rapport de force, nous ne pouvons pas aujourd'hui aller négocier
avec un voisin visiblement rusé. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Le président de la République, au lendemain de son accession au pouvoir, il tend la main à son voisin. Pensez-vous que quand le chef de l'État tendait la main à Paul Kagame, il ne savait pas que Paul Kagame a fait beaucoup de mal à ces pays? Mais le chef de l'État, comme il voulait renouer avec la diplomatie agissante, faire en sorte qu'il y ait des relations de bon voisinage avec tous nos 9 voisins, il s'est lancé au lendemain de son accession au pouvoir dans un ballet diplomatique. Il a sillonné presque tous les 9 voisins. C'est quelqu'un qui avait la bonne foi. Il s'est dit, bon, je m'ouvre aux voisins parce que le pays va évoluer déjà à vase clos. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Au lendemain de cette ouverture diplomatique, on constate qu'il y a certains voisins véreux qui ne veulent pas de ça, qui voulaient continuer dans la dynamique d'exploiter frauduleusement ou illégalement nos ressources minières. C'est ça l'enjeu. Cette guerre, ça n'a rien à voir avec, comme on vient de le souligner tout à l'heure, avec l'enjeu haine tribale ou haine ethnico-tribale, tout ça. La République démocratique du Congo a toujours été un pays très accueillant, très hospitalier. Vous pouvez venir prendre la RDC comme votre pays de seconde résidence, comme pays de résidence. Vous résidez au pays, même vous achetez de maisons à RDC, personne ne vous inquiétera aussi longtemps que vous allez respecter la loi. La République. Qu'est-ce qui fait que Donc c'est c'est un un aspect qui a pris des engagements? Plus d'engagements. En tout cas, je vous dis, excusez-moi, je ne veux pas aller dans le sens de cet accord. Je veux ici interpeller le pouvoir public qu'on puisse mettre beaucoup d'énergie dans notre armée. Qu'on cesse avec cette distraction des négociations, processus de Luanda, processus de Nairobi. On en aura des trop. Parce que si aujourd'hui on négocie avec le Rwanda, l'Ouganda, et qu'il y a cessez-le-feu, même semblant de cessez-le-feu, demain, un autre voisin nous agressera sous prétexte, sous espoir qu'il y aura un dialogue. Nous nous retrouverons encore à la table des négociations. Nous disposons déjà dans ces pays de la loi sur la programmation militaire, votée sous le gouvernement Sama Lukonde. Une loi qui est saluée et qui permet aujourd'hui de doter notre armée de beaucoup de moyens. Faire en sorte que notre armée soit renforcée financièrement, qu'on achète des munitions, qu'on achète des armes sophistiquées et le chef de l'État a même lancé les recrutements de la jeunesse dans l'armée. On a recruté plus de 10 000 jeunes. Focalisons nos efforts, que ce soit au niveau du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur. Focalisons nos efforts sur notre armée. Je n'en dirai pas assez, mon frère. Bref, et vous me donnerez raison. Si aujourd'hui nous allons des accords en accord, est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu dans ces pays un accord avec le M23 sous l'ancien régime? Vous êtes là. Il y a eu un accord. Est-ce que cet accord... c'est parce qu'il y a eu cet accord que les M23 ont cessé aujourd'hui de nous agresser? Non, le problème n'est pas là-bas. Mettons le moyen sur notre armée. Et chaque fois que notre armée commence à faire des prouesses, on vient nous embrouiller avec des cessez-le-feu, des ceci, cela, pour distraire encore notre armée. Moi, je soutiens que les moyens soient mis à la disposition de l'armée. Très bien. Alors, je ne dirai pas autre chose. Eric, une question courte. L'accord nous a mis à genoux. Non. Je ne voudrais pas non plus, moi, aller dans ces sens-là. Nous sommes une population, lui il est politique. Il l'a froissé. Non, lui il est politique. Moi je suis dans une autre logique. Je suis politique, mais vous faire des analyses objectives. Il est aussi congolais. Non, il est aussi congolais. Un analyste politique, l'analyse politique est dans la liste d'un journaliste, c'est différent. Lui, il analyse des choses sur l'aspect politique. Allez-y. Cher, je suis Foutila. Nous avons une population... Je suis plus scientifique, pas politique. Nous avons une population qui avoisine 100 millions d'habitants. Je continue à dire que notre pays est un pays convoité. Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Ouais. Le roi de Belge, celui qui avait été propriétaire de notre terre, Saxe-Cobourg, Léopold Saxe-Cobourg, lui aussi il avait fait tuer le nôtre en son temps. On a commencé à être tué, pas aujourd'hui. Il n'y a pas que le Rwandais et compagnie. Pour moi, je dis qu'on réactive cette histoire de l'implantation des différentes bases militaires. Partout nous avons des frontières, mais de recréer aussi une façon de former notre jeunesse. Les États-Unis d'Amérique sont fichés comme étant la superpuissance du monde. Et c'est pour autant qu'ils ont arrêté de former les leurs. Jusqu'aujourd'hui, ils forment. Il y a des États presque entiers qui ne sont qu'habités par les soldats militaires. Nous devons davantage recréer
notre armée nationale. Croyez-moi, faire en sorte que celle-ci soit nationale. C'est-à-dire quand je dis nationale, qui prend en compte de Banana, Ali Bengezongo, Di Bengezongo, Faraji, Il Sakanya, Lomela, Tchumbe, Katakolu, Sambulu, partout, 145 territoires, tous nos enfants, tous nos jeunes enfants. Et puis, une armée réellement professionnelle. C'est-à-dire qui n'a pour rôle que de défendre l'intégrité du territoire national, qui est sacré. Et pour ça, il faut une motivation. Et même s'il faut renverser la tendance, parce qu'aujourd'hui, dans notre communauté, c'est plutôt les politiques qui est perçu comme quelqu'un qui vit bien. Non, on doit renverser cela. Tout celui qui fait du boulot, c'est celui-là qu'il faut donner des moyens. Très bien. Et puis, réellement dissuasif. Non, d'hier, mais on sait que notre armée ici, aller au Tchad pour ramener la paix. Nous sommes tous ici. Bangkok, Bambouza Mabe, Bangkok, Bamae, Lieko, Bokungu, etc. Baouma, etc. Nous avons des vaillants soldats. Ils sont là. Et nous pouvons toujours refaire la même chose. On peut toujours le faire, mais avec un peu de bonne conscience et un peu de bonne volonté. Ce qui nous dérange un peu, c'est l'attitude de certains de nos frères. Il a parlé du procès Nanga. C'est des Congolais comme celui-là qui donne un peu des arguments aux voisins belliqueux. Imaginez, bon, par absurde, prenons le cas, Nanga arrive ici, il prend le pouvoir. Il mettra qui comme chef d'état-major général? Encore des Rwandais? Et ça sera vraiment ça, sa lutte. Et c'est ça la lutte pour... Non. Ce sont des marionnettes à mon avis. Et c'est comme ça qu'il faut les dissuader par la sanction. La sanction négative. Comme ça, quiconque se dira, mais tiens, je suis un peu happé par la tendance de pouvoir aller chez le voisin, il va craindre, il se dira non, lorsque l'État va me visiter, je vais en avoir pour mon compte. C'est-à-dire que je suis en train d'appeler les uns les autres. Avec le général Ekenge, nous avions été avec nous, le porte-parole militaire de notre FRDC, il a parlé aux jeunes, il leur dit, l'armée ce n'est plus une histoire de voyous, de jeunes gens désœuvrés qui manquent à faire, qui tournent le pouce, non. C'est des gens intelligents, des intellos qui viennent comme pour savoir c'est où notre limite, et comment faire pour préserver, et c'est comme ça que nous devions faire. C'est comme ça que je suis en train de saluer ce qui est fait, et par le ministre Mouyaya Katemboui, porte-parole du gouvernement, et par le général Ekenge, et par l'ensemble de notre armée. Et je nous demande à nous tous, parce que cette question nous revient souvent, vous nous demandez à nous, population, de pouvoir contribuer à cette guerre. Comment est-ce que nous allons faire? Messieurs, madame, chers frères, chères sœurs, vous êtes Congolaises et Congolais, vous remarquez quelque chose d'inhabituel dans votre coin, dans votre quartier, allez au niveau de la police approximative, donnez votre version des faits à ceux-là. Et ils sauront, parce qu'ils sont outillés par rapport à l'aspect sécuritaire, ils vont vous aider. Et c'est comme ça que l'on contribue pour que nous puissions gagner. Cette guerre, je dis toujours, si nous ne participons pas, nos enfants demain, ils vont nous rire au nez. Et c'est comme ça que je suis en train d'élever haut et à haute et intelligible voix ici, ma petite part, pour que l'on puisse former les nôtres, renverser la tendance, leur donner le moyen, les encourager, les motiver, pour que nous puissions défendre tous et chacun là où il est. Très la bien. Patrie aujourd'hui. Alors nous prenons les derniers sujets avant de conclure cette émission. Vos propos d'ailleurs, avant de prendre ces derniers sujets, me rappellent un point de presse de l'ancien porte-parole de la majorité parlementaire, M. Atundu, qui disait que le FCC alléguait au président Tshisekedi un pays en état de gouvernabilité. Alors que nous avons passé plus de 5 ans en train de pouvoir, je vais dire, de pouvoir résoudre cette question de l'Est. Alors, on prend les derniers sujets rapidement, on conclut avec ça. L'élection au niveau du Sénat. Qu'est-ce qui justifie ces conflits, cette crise entre l'UDPS et la formation professionnelle chère à Samadou Kondé? Je commence par Théodore. Bon, je n'irai pas très vite pour parler du conflit. Vous savez, c'est la démocratie. En démocratie, les partis, les regroupements expriment leurs ambitions, mais à un certain niveau, il y a toujours des négociations, des tractations qui peuvent être faites. Et au niveau interne, une voie sera dégagée. Comme nous l'avons vécu à l'Assemblée nationale, il y a eu des tensions, des tractations, mais au finish, il y a eu l'arbitrage du chef de l'État pour départager les uns les autres. Et je crois qu'avant qu'on boucle les dépôts de candidature, le chef de l'État pourra peut-être faire son arbitrage parce que les violons ne s'accordent pas. Il y a des tractations de part et d'autre, mais il n'y a pas encore un consensus officiel au niveau de l'Union sacrée. D'une part,
il y a l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui est présenté comme candidat président du Sénat. Et de l'autre côté, à l'UDPS, ce n'est pas le cas. On présente un autre candidat. Il va falloir qu'au finish, peut-être avant la fin de la journée, le chef de l'État pourra faire de son arbitrage user de son arbitrage pour qu'au niveau de sa famille politique, je vous informe qu'au niveau de l'opposition politique, ça ne cause plus de problème parce que la grande famille qui a plus de sénateurs au Sénat a déjà désigné son candidat au niveau du poste de rapporteur adjoint. Au niveau de l'Union sacrée, un consensus doit être trouvé et ça demande à ces stades, parce qu'il n'y a pas encore un accord, ça demande à ces stades l'arbitrage du chef de l'État qui est chef de la majorité au pouvoir. Très bien. Alors, Eric Izami, je vais conclure avec Eric Massimo. Eric Izami, il y a Congo Nouveau qui parle de Roger Tshisekedi qui est poussé à occuper ces postes. Alors, je vais en ce moment-là m'adresser à tous les acteurs politiques qui sont en lice pour aller compétir à cette élection-là. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez au nom du Congo démocratique de nous offrir toujours les spectacles comme quoi que la politique c'est juste un gâteau où on vient juste pour nous partager cela. Ça ne fait pas sérieux. Je vous invite au sérieux. La Chambre haute, disait-il en son temps, Kengo Adondo, qui est un géant, un sage, c'est la chambre de la mesure, la chambre de la hauteur, la chambre de la sagesse. Offrez-nous un bon spectacle. N'allez pas là-bas pour vous partager les choses comme un gâteau, non. Y aller là-bas pour apporter des solutions attendues de notre peuple. Les Congolais de partout souffrent. Ils ont besoin de l'espérance. Et l'espérance là viendrait aussi de vous, acteurs politiques qui êtes au sommet. Très bien. Donnez-nous cette opportunité-là et nous allons davantage réussir dans ce que nous faisons. Parce que si vous nous offrez un mauvais spectacle, ça va un peu aussi déranger l'élan que nous avons déjà pris. Il n'y a que Bendele Kouyate, comme le dit le ministre porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup, Eric Massimbo. Près de 8 mois, je vais dire, passés sans cette chambre, puisque la haute n'a pris aucune décision jusque-là. Et cela relance le débat sur la suppression de cette chambre parlementaire. Oui, beaucoup de voix plutôt parleraient de cette version-là, de la suppression de la Chambre haute du Parlement. Mais à mon humble avis, il faudrait encore donner plus d'éléments de la raison qui peut pousser à la suppression de cette Chambre. Que vous le connaissez tous, c'est cette Chambre-là qui avait arrêté l'hémorragie lorsqu'il y avait des troubles au mois de septembre. C'est Kengo qui avait pris le courage de pouvoir dire non à l'ONIP. Exactement. À suspendre toute action de l'ONIP pour que nous puissions aller aux élections. Donc elle est importante. Donc elle est importante. Mais par rapport aux ambitions, maintenant aux ambitions, depuis un certain temps, l'élite congolaise cherche le pouvoir pour le luxe ou les privilèges qui accordent le pouvoir. Mais ne cherche pas le pouvoir pour la responsabilité que donne le pouvoir. Ils ne le font pas. Parce que la responsabilité du pouvoir, c'est chercher des solutions aux problèmes de la communauté, de la cité. Mais ils ne cherchent pas des solutions aux problèmes de la communauté. Je crois que Sama Lukonde, je respecte bien, à la primature, vous avez largement échoué. Largement échoué. Ça, je vous l'ai dit. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous précipiterez à aller encore briguer la présidence du Sénat. Bon, à ce stade, je laisserai au parti qui a une majorité au sein du Sénat de pouvoir se prononcer. Très bien. Donc, vous parlez de l'UDPS. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Eric Izami, merci d'avoir participé. Fraîchement revenu de Kisangani. Voilà. Très bien. Pour la patrie, Bendele Kouyate. Théodore Landou, Géopolis, merci à vous aussi. Merci. Très bien. Eric Massimbo, chercheur, acteur politique, merci. Merci, je salue le chef de l'État, que j'appelle bien le cuisine national. Prompt rétablissement à lui et bon courage. Merci beaucoup, madame, messieurs. Ça a été un plaisir de vous tenir compagnie dans le cadre de cette émission ô combien patriotique. Vivez heureux, vivez longtemps, vivez 100 ans. Merci. Allez, très bien.